La géométrie symplectique. C'est joli comme nom, non? Symplectique. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? La définition, pourtant, a l'air très simple. Une structure symplectique, c'est une deux formes fermées non dégénérées. Et alors, même si vous comprenez la définition, à quoi ça sert cette structure symplectique? En quoi c'est utile? En fait, il se trouve qu'il y a un lien très étroit avec la physique, notamment avec la mécanique classique. Cette vidéo est d'un niveau master en mathématiques. Décortiquons ça ensemble. C'est parti! Notre porte d'entrée pour la géométrie symplectique, et qui historiquement est aussi la motivation principale, c'est un certain point de vue sur la mécanique classique, qu'on appelle la formulation hamiltonienne. Considérons un certain système physique, par exemple un pendule. Vous avez une certaine longueur, une masse, et une certaine condition initiale, qui est décrite par un angle et sa vitesse. Une fois toutes ces données fixées, l'évolution est déterminée. Et vous pouvez, comme à l'école, écrire les équations du mouvement et les résoudre. Une première grande idée pour uniformiser la mécanique classique, c'est de ne pas résoudre un système particulier avec une condition initiale particulière, mais de résoudre toutes les conditions initiales à la fois. Parce que finalement, si on a telle condition initiale et on résout le système ou tel autre, la méthode va être exactement la même. Et il se trouve qu'en considérant toutes les conditions initiales à la fois, il y a une structure, il y a des structures même, qui vont apparaître, qui vont simplifier la résolution, en tout cas la compréhension. Alors ce qu'on va faire, c'est au lieu de considérer le système dans un état précis, on va considérer l'espace de tous les états possibles. C'est ce qu'on appelle l'espace des phases. Pour le pendule, l'espace des phases, ça va être le couple angle, virgule, vitesse, vitesse angulaire. Parce qu'étant donné un angle et une vitesse angulaire, le système est déterminé d'une façon unique. Alors, un état du système, maintenant c'est un point dans l'espace des phases, et quand le système évolue, ça va nous dessiner une trajectoire dans l'espace des phases. L'évolution physique, c'est une trajectoire. Et résoudre le système, c'est finalement écrire l'équation de la trajectoire dans l'espace des phases. Mais en réalité, on ne connaît jamais exactement les conditions initiales. Certes, on peut les mesurer, mais il y aura toujours une certaine incertitude. C'est-à-dire, au lieu de considérer un point de l'espace des phases, on va imaginer une petite boîte où les côtés correspondent à l'incertitude qu'on a sur telle ou telle mesure. Et après, on peut considérer l'évolution physique de chacun des points de la boîte. Donc la boîte va se déformer au fil du temps. Et alors, une observation très importante qui a été faite par Liouville est la suivante. L'évolution temporelle, vue dans l'espace des phases, préserve les volumes. C'est-à-dire, la boîte initiale, elle va se déformer, mais elle va garder le même volume. En tout cas, pour un système isolé. C'est-à-dire qu'il n'échange pas de l'énergie ou des informations avec son extérieur. Cette observation, si on y réfléchit un peu, en fait, est très naturelle. Parce qu'elle nous dit simplement que, étant donné un système, on va pas pouvoir gagner ou perdre de l'information juste en attendant, juste en le laissant évoluer librement. Mais en fait, il se trouve qu'on a même mieux que ça. Chaque coordonnée de l'espace des phases vient avec un partenaire, qu'on appelle la coordonnée conjuguée. Et cette paire coordonnée conjuguée, ça va nous donner une tranche deux-dimensionnelle de l'espace des phases, qui lui peut être une dimension bien plus grande. Et alors, l'évolution physique va préserver l'aire de cette tranche deux-dimensionnelle. Et ça, c'est vrai pour toutes les tranches coordonnées conjuguées. Si par exemple vous avez une particule libre qui bouge dans l'espace, son espace des phases, ça va être sa position, donc il y a trois coordonnées, x, y, z, et vous allez avoir sa quantité de mouvement. Pareil, un vecteur avec trois coordonnées, px, py, pz. Alors le partenaire de la coordonnée x, ça va être la quantité de mouvement dans la direction x. Et pareil pour y et z. Ça veut dire que dans ce système, vous pouvez éventuellement gagner en précision sur la position en x, mais vous allez automatiquement perdre en précision sur sa quantité de mouvement dans la direction x. Et ça fait pas mal penser au principe d'incertitude en mécanique quantique. Et on va revoir ce principe plus tard dans la vidéo. Cette propriété de préserver certaines tranches deux-dimensionnelles dans un espace plus grand est mathématiquement décrite par l'existence d'une certaine structure, la structure symplectique, qui va être préservée sous l'évolution temporelle. Donc dans une première approximation, on pourrait dire qu'une structure symplectique, c'est un raffinement de la notion de volume. À présent, on peut revenir sur la définition qu'on a déjà vue. On va considérer une variété M, on peut juste penser à R puissance n, et alors une structure symplectique, c'est une deux formes fermée non dégénérée. Deux formes, ça veut dire qu'on a une forme bilinéaire, elle prend deux entrées, deux vecteurs, elle va être linéaire en chacune des entrées,
et elle va être antisymétrique. C'est-à-dire quand vous échangez les deux entrées, ça va donner un signe moins. Fermé signifie que sa différentielle extérieure est égale à 0. Ce semble être une condition assez technique, mais on va voir que c'est exactement cette condition-là qui va nous assurer que l'évolution temporelle préserve la structure symplectique. Et enfin, non dégénéré signifie que quand oméga de xy égale à 0 pour tout y, alors nécessairement x égale à 0. En termes plus abstraits, être non dégénéré revient à dire qu'il y a un isomorphisme entre l'espace tangent et l'espace cotangent. Et on va voir dans un instant que cette condition-là va nous donner une notion de gradient, un gradient symplectique. L'exemple le plus simple, c'est de considérer R2 avec deux coordonnées qu'on appelle P et X, pour nous rappeler la quantité de mouvement et une direction, et de considérer comme forme symplectique une forme d'air, dp, wedge, dx. Donc c'est simplement l'air signé. C'est-à-dire, étant donné deux vecteurs, la forme symplectique va donner l'air du parallélogramme engendré par ces deux vecteurs, avec un signe qui va être positif si les deux vecteurs sont dans le sens trigonométrique. On peut généraliser cet exemple de deux façons. D'un côté, on peut prendre n'importe quelle surface, de dimension 2, et prendre comme structure symplectique une forme d'air. Donc cette forme, elle est automatiquement fermée parce qu'on est en dimension 2, c'est-à-dire si vous prenez sa différentielle extérieure, vous allez avoir une 3 forme. Or une 3 forme sur une surface qui est de dimension 2 est nécessairement nulle. Et l'autre généralisation, c'est de considérer non pas R2, mais R puissance 2n, avec des coordonnées x1, x2 jusqu'à xn, et les variables conjuguées P1, P2 jusqu'à Pn. Et alors, la structure symplectique standard, ça va être la somme des dpi, wedge, dxi. Maintenant, cette forme-là, elle est fermée parce que simplement elle est constante. Donc sa différentielle est nécessairement nulle. Une remarque concernant la comparaison entre les structures symplectiques et les structures riemanniennes, c'est-à-dire les métriques, si jamais vous connaissez cette notion. Donc une métrique, c'est une forme bilinéaire non dégénérée qui est symétrique et définie positive. Du coup, en parallèle, on peut mettre forme symplectique, qui est une deux formes, qui est aussi une forme bilinéaire non dégénérée, mais qui va être antisymétrique et fermée. Donc il y a une certaine similarité, mais il y a aussi des différences cruciales. Et on va revenir dessus plusieurs fois dans la vidéo. Une première propriété importante en géométrie symplectique est la suivante. Toute variété symplectique est nécessairement de dimension paire. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir de géométrie symplectique pour une variété de dimension 1, 3, 5, etc. Et ça vient assez naturellement, c'est assez intuitif, parce qu'on a dit précédemment que chaque coordonnée vient avec un partenaire, la coordonnée conjuguée. Donc toutes les coordonnées viennent par paire, du coup on a nécessairement une dimension paire. La preuve formelle de cette proposition n'utilise en fait que l'algèbre linéaire, et on ne va pas entrer dans les détails ici. Une deuxième propriété est que si j'ai une variété symplectique de dimension 2n, alors si je prends n fois le produit extérieur de la forme symplectique avec elle-même, oméga, wedge, oméga, etc., n fois, alors on va obtenir une forme volume, c'est-à-dire une forme de degré maximal qui ne s'annule nulle part. Et cette propriété nous dit exactement qu'une forme symplectique, c'est un raffinement d'une forme volume. Parce que quand vous avez une forme symplectique, vous avez automatiquement une forme volume. Mais ça ne va pas dans l'autre sens. Et aussi, quand vous préservez une forme symplectique, automatiquement, vous allez préserver le volume. Pour approfondir le lien entre la géométrie symplectique et la mécanique classique, il va falloir comprendre un peu mieux cette évolution temporelle. L'évolution temporelle, en mécanique classique, est donnée par une équation différentielle, les lois de Newton. Et très souvent, une équation différentielle, ça revient en fait à intégrer un certain champ de vecteurs. Ce champ de vecteurs, il va vivre sur l'espace des phases. Et en un point, qui, souvenez-vous, représente l'état du système, va nous dire comment ce système va évoluer infinitésimalement. Une façon d'obtenir des champs de vecteurs est d'utiliser la notion du gradient, quand vous avez une métrique. Alors ici, ça va être très similaire, on a une structure symplectique, et il va nous donner la notion d'un gradient symplectique. Donc étant donné une variété symplectique, m, oméga, et étant donné une fonction lisse sur m, on va pouvoir définir son gradient symplectique. Donc c'est un champ de vecteurs qu'on va noter S grade de h, gradient symplectique, ou parfois on va noter aussi x indice h, et qui est uniquement déterminé par la formule suivante. Quand vous évaluez la forme symplectique au gradient symplectique et un autre champ de vecteurs, x, alors le résultat, ça doit être une certaine fonction, ça va être moins dh appliqué à x. dh, c'est la différentielle de h, ça va être une informe, et en prenant un champ de vecteurs, ça va donner une fonction. Ici, on a une égalité entre deux fonctions. Donc, si vous connaissez la définition du gradient
usuelle, c'est exactement la même pour remplacer la forme symplectique oméga par la métrique G. Et en fait, si vous voulez montrer que cette formule donne effectivement une notion bien définie, la seule chose que vous utilisez, c'est le fait d'être non dégénéré. C'est le fait de pouvoir inverser la matrice associée à oméga. Alors, peut-être vous vous demandez maintenant pourquoi l'espace des phases n'est pas simplement riemanien, qui est métrique, et on utilise le gradient usuel. Alors déjà, on a vu que la géométrie symplectique, elle induit cette notion de coordonnées conjuguées. Et ça, c'est une notion qui est très importante, non seulement en mécanique classique, mais aussi en mécanique quantique. Et on n'a pas une telle notion de conjugaison pour la géométrie riemannienne. Et une deuxième raison vient de la différence entre les propriétés du gradient usuel et le gradient symplectique. Le gradient usuel, il pointe dans la direction de la variation maximale, du plus gros changement de la fonction. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise la descente du gradient pour chercher des extrémas d'une fonction. Pour le gradient symplectique, tout au contraire, il va pointer dans une direction où la fonction reste constante, c'est-à-dire une direction qui est à l'intérieur de l'hypersurface de niveau. Et ça, en termes physiques, ça veut dire que le long de l'évolution physique, il y aura une quantité préservée. Et ça, c'est un terme très important en physique, les quantités préservées, comme par exemple l'énergie, la quantité de mouvement, le moment cinétique, etc. Donc la géométrie symplectique, elle induit naturellement la notion de variable conjuguée, et elle permet de traiter d'une façon uniforme les quantités préservées. Regardons par exemple R2 avec sa structure standard dp wedge dx, et on va prendre n'importe quelle fonction lisse dessus. Alors pour calculer son gradient symplectique, on va évaluer la forme symplectique en xh et un autre champ de vecteurs, grand Y. Alors en notant xh, x et p, et y, x et p, les coordonnées des deux champs de vecteurs, on obtient la formule suivante. Et à partir de cette formule, on peut déduire la formule pour le gradient symplectique, qui du coup est donnée par la dérivée partielle de h par rapport à p del sur del x, moins la dérivée partielle de h par rapport à x del sur del p. Si vous ne connaissez pas ces notations des champs de vecteurs, je vous invite à regarder ma vidéo à ce sujet. Alors la propriété essentielle du gradient symplectique, c'est que quand on l'intègre, ça va donner un flot qui va préserver la forme symplectique. Vu que c'est une propriété si importante, j'ai envie de vous faire la preuve ici. Mais si ces détails techniques ne vous intéressent pas, n'hésitez pas à sauter la preuve. Pour commencer, on va donner un nom au flot engendré par ce champ de vecteurs. On va l'appeler phi indice t. Alors ce qu'on veut montrer, c'est que le tiré en arrière de la forme symplectique par phi t est égal à la forme symplectique. C'est-à-dire la forme symplectique reste inchangée quand on applique le flot. En fait, il se trouve qu'il va suffire de démontrer que la formule va être vérifiée quand on prend sa dérivée en t égale à 0. En fait, une fois qu'on aura démontré ça, l'argument va être exactement le même pour tous les temps t. Si sa dérivée pour tous les temps t est égale à 0, automatiquement, cette quantité-là va être la même tout au long, et comme phi de 0 égale à l'identité, ça va être égal à oméga. L'étape clé de la preuve, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la formule magique de Cartan. Il nous donne une formule pour cette dérivée en 0 du tiré en arrière de n'importe quelle forme. Cette formule magique de Cartan nous dit que cette dérivée est égale à d rang ixh plus ixh rang d, le tout appliqué à w. Donc ici, le d, c'est la différentielle extérieure, et le i, c'est ce qu'on appelle le produit intérieur, c'est de remplacer la première coordonnée par le champ de vecteur xh. Et c'est ici qu'on va utiliser d'une façon cruciale le fait que oméga est fermé. Oméga fermé signifie d oméga égale à 0, et du coup cette formule se simplifie. Et puis on va utiliser la définition du gradient symplectique, qui va dire que le produit intérieur par xh de w, c'est simplement moins dh, moins la différentielle de h. Et alors, on conclut, on obtient bien 0, parce que appliquer deux fois la différentielle extérieure est égal à 0. Une deuxième propriété très importante du gradient symplectique, c'est qu'il permet de calculer la variation de n'importe quel autre observable, c'est-à-dire n'importe quelle autre quantité qu'on aurait envie de mesurer sur un système. Une telle observable, c'est simplement une fonction lisse sur l'espace des phases, c'est-à-dire elle va encoder tous les résultats des mesures de la quantité en question pour tous les états du système. Alors si j'ai un système donné, j'ai une certaine observable, on peut se demander comment cette observable varie avec le temps, varie avec l'évolution temporelle. Et si cette évolution est donnée par un gradient symplectique, la formule est simplement que df sur dt, la variation temporelle de l'observable f, est égale à df appliqué à xh, la différentielle de f appliquée au gradient symplectique de h. Peut-être vous ne mesurez pas encore l'importance de cette formule,
mais on va voir tout de suite quelques exemples concrets de systèmes physiques où on va tout le temps utiliser cette formule. Pour résumer un peu tout ce qu'on vient de voir, toutes ces notions mathématiques, on va utiliser à nouveau la physique. Voici en quelques phrases ce que c'est la formulation hamiltonienne de la mécanique classique. On a déjà dit qu'au lieu de considérer un système particulier, on va le remplacer par son espace des phases, par l'espace de tous les états possibles du système. Et puis l'évolution temporelle, ça va être une trajectoire, ça va être un certain flot dans l'espace des phases. Alors la formulation hamiltonienne va nous dire que ce flot va provenir d'une certaine fonction, une fonction lisse sur l'espace des phases, qu'on appelle l'hamiltonien. Et l'hamiltonien, il va nous donner un gradient symplectique, et le flot qui correspond à l'évolution temporelle, ça va être simplement intégrer ce champ de vecteurs. En plus, on vient de voir que intégrer un gradient symplectique va automatiquement préserver la forme symplectique. Donc on retombe en particulier sur l'observation initiale de Liouville que le volume dans l'espace des phases est préservé. Du coup, en quelque sorte, tout se réduit à la question quel est l'hamiltonien? Comment trouver cette fonction qui encode l'évolution temporelle? Et très souvent, pour les systèmes isolés, cette fonction-là, ça va être l'énergie totale. Parce que, souvenez-vous, on a vu que cette fonction, elle va être préservée le long des trajectoires. Et l'énergie totale, elle est préservée par la conservation de l'énergie. Regardons à présent deux exemples concrets. Dans le premier, on va considérer une particule ponctuelle de masse m qui se déplace sur une certaine courbe unidimensionnelle avec la présence d'un champ gravitationnel. Donc cette courbe, avec des montagnes et des vallées entre guillemets, est représentée par un potentiel, une certaine fonction qui va nous donner la hauteur de la courbe. Alors première question, quel est l'espace des phases? Donc on est en mécanique classique, et avec une seule particule libre. Donc pour résoudre le système, il faut sa position initiale et sa vitesse initiale. Ou au lieu de vitesse, on va prendre sa quantité de mouvement. Donc on a x et p égale m fois x point. X point étant la dérivée temporelle de x, c'est-à-dire sa vitesse. Et puis, comme hamiltonien, on va prendre l'énergie totale. L'énergie totale, c'est l'énergie cinétique, qui est en fait égale à p carré sur 2m, plus l'énergie potentielle, qui est égale à mg fois v, où v, à nouveau, c'est le potentiel. Tout à l'heure, on a vu la formule du gradient symplectique en dimension 2. Donc le gradient symplectique x indice h, donc c'est la dérivée partielle de h par rapport à p, del del x, moins la dérivée partielle de h par rapport à x del del p. Donc ici, c'est simplement donné par p sur m del sur del x, moins mg v' del sur del p. Et maintenant, on peut calculer la variation de n'importe quelle fonction en utilisant la formule qu'on a vue tout à l'heure. Calculons par exemple la variation de la position x. Donc la variation dx sur dt, c'est-à-dire x point, c'est donné par dx appliqué au gradient symplectique. Donc on va obtenir simplement p sur m. En fait, dans cette formule-là, on n'a rien appris de nouveau, parce que cette formule finalement elle est équivalente à la définition de p, p étant égal à m fois x point. Pour apprendre quelque chose de nouveau, on va s'intéresser maintenant à la variation de p. Donc la variation de p est donnée par dp évaluant xh, et ça va donner moins mgv'. En utilisant que p c'est m fois x point, on obtient finalement que x double point, la dérivée seconde de x par rapport au temps, est égal à moins g fois v'. Et ça, c'est rien d'autre que la loi de Newton. Pour le deuxième exemple, on va reprendre notre exemple initial, celui du pendule. On considère un fil de longueur L avec une masse m au bout, qui va osciller. Pour décrire le système, on a du coup deux variables, l'angle et la vitesse angulaire. Pour des raisons de dimension, il vaut mieux considérer L fois θ comme première variable, la position, et comme vitesse angulaire, on va prendre m fois L fois θ point. Ça correspond à sa quantité de mouvement. Comme avant, on va prendre pour l'hamiltonien l'énergie totale. Donc p carré sur 2m, c'est la partie cinétique, moins m fois g fois L fois cosinus θ, qui correspond à l'énergie potentielle. Comme avant, on peut calculer le gradient symplectique, là on est en dimension 2, on a une formule, et puis on peut calculer la variation de n'importe quel observable. Si je calcule par exemple la variation temporelle de θ, on va obtenir dθ appliqué à xh, qui va être égal à p sur ml. Et à nouveau, on va rien apprendre de nouveau, ça vient simplement de la définition de p. Pour apprendre quelque chose de nouveau, on va calculer la variation de p, qui est égale à dp appliqué à xh, et qui va être égal à moins m fois g fois sinus θ. En utilisant la définition de p, on obtient que la variation seconde de θ est égale à moins g sur L fois sinus θ. Et ça, c'est l'équation habituelle du pendule.
Les deux exemples qu'on vient de voir sont, croyez-moi, assez simples. Mais l'avantage de l'approche hamiltonienne, c'est que c'est une approche universelle, qui marche pour quasiment tous les systèmes, en tout cas pour les systèmes isolés. Et ce point de vue est tellement fort que le mathématicien et physicien Jürgen Jost a écrit « L'objectif de la physique, c'est de déterminer le hamiltonien de l'univers. Tout le reste, c'est des maths. » Et moi, je dirais même plus précisément, tout le reste, c'est de la géométrie symplectique. Pour finir, voici quelques grands théorèmes et quelques développements récents en géométrie symplectique. Le premier grand théorème, qui commence à dater maintenant, est dû à Darboux. Il énonce que n'importe quelle variété symplectique, localement, est en fait équivalente à R puissance 2n avec sa structure symplectique standard, où 2n, c'est la dimension de la variété M. Autrement dit, quand vous avez une variété symplectique, localement, vous pouvez toujours trouver un système de coordonnées, x1, x2 jusqu'à xn, et p1, p2 jusqu'à pn, tel que la structure symplectique s'écrit simplement comme la somme des dpi ou h dxi. En particulier, ça signifie qu'en géométrie symplectique, il n'y a pas d'invariant local. Et ça, à nouveau, c'est une grande différence avec la géométrie riemannienne, parce que pour une métrique, il y a un invariant local, qui est la courbure. Comprendre les structures symplectiques et les différences entre les structures symplectiques peut être très subtil, parce que ces différences se jouent au niveau global. Des questions de type « quelle variété de dimension paire admet de structures symplectiques ?» ou « est-ce que deux structures symplectiques sont équivalentes ?» Tout ça, ce sont des questions très dures. Un résultat fondamental, qui est bien plus récent, c'est le théorème de Gromov, le théorème du non-tassement. Il dit qu'il est impossible de transformer une boule de rayon R et de dimension paire, comme une structure symplectique, d'une manière symplectique, d'une manière à préserver la structure symplectique, en une forme qu'on pourrait mettre à l'intérieur d'un cylindre de rayon petit r, qui est plus petit que grand R. Notez que si vous demandez juste la préservation du volume, donc une transformation qui préserve le volume, ce serait tout à fait possible, parce que vous pouvez prendre votre boule, de l'allonger dans une certaine direction, tout en l'écrasant dans l'autre. Ce que dit du coup en particulier le théorème de Gromov, c'est qu'il y a une vraie différence entre la géométrie des transformations qui préservent le volume et la géométrie des transformations qui préservent les structures symplectiques. Beaucoup de gens considèrent ce théorème comme l'équivalent classique du principe d'incertitude de Heisenberg en mécanique quantique. Depuis ce résultat de Gromov de 1985, il y a un vaste domaine de recherche toujours très actif qui se crée, c'est celui des invariants symplectiques. Mais malheureusement, ça va trop loin pour pouvoir en parler dans cette vidéo. D'ailleurs, il y a plein de sujets que je n'ai pas pu aborder, notamment la notion des symétries en mécanique classique qui se décrit très facilement en géométrie symplectique. Il y a notamment ce fameux théorème de Noether qui va nous dire qu'à chaque symétrie continue, on peut associer une quantité préservée, qui permet une formulation assez naturelle en géométrie symplectique. Mais je crois que ça suffit pour aujourd'hui, je vais vous mettre quelques liens en description. J'espère que la géométrie symplectique est un peu moins mystérieuse à présent, et peut-être que vous avez découvert un nouveau point de vue sur tout ce que vous avez vu au lycée, et je vous dis à bientôt!